À la deuxième partie de Priorité au décryptage, c'est une affaire qui restera dans les annales judiciaires. L'affaire Jonathan Daval a stupéfait cette semaine les Français. 3 mois de mensonges, des aveux, une stratégie de défense qui laisse pour l'instant perplexe. Une folle semaine judiciaire, reflet peut-être de la difficulté aussi à traiter ce type d'affaires. Enquêter sur un meurtre sur conjoint, c'est forcément se confronter à un huis clos familial. Alors comment vont se dérouler les investigations dans cette sphère familiale? Ces affaires sont-elles des crimes à part? C'est ce qu'on va essayer de décrypter cet après-midi avec nos invités. Maître Florence Rouaz, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Et Dominique Rizien, notre consultant police-justice BFM TV. Mais d'abord, avant de décrypter, retour sur ce huis clos familial avec Marie Perraube et Julie Papet. Que s'est-il passé pendant des mois et des années derrière ces fenêtres? Comment vivait le couple dans l'intimité? Commence à s'esquisser l'image d'un ménage au rapport houleux et qui semble déséquilibré. Il n'y a pas besoin de se persuader beaucoup pour voir que dans ce couple, Jonathan avait une personnalité beaucoup plus effacée, beaucoup plus timide et qu'Alexia était assez dominante. Des tensions, des failles dans le couple que ni la mère de Jonathan ni son frère Cédric n'avaient décelées. Les tensions, moi personnellement, je les ai apprises, on va dire un peu le soir ou le lendemain de la disparition d'Alexia, lorsqu'on a découvert qu'il avait un bleu sur l'avant-bras, un bleu dû à un coup. Est-ce une dispute qui a dégénéré, comme l'explique aujourd'hui Jonathan? L'avocat des parents de la jeune femme pense à un scénario précis. Il y a eu des comportements forcément qu'il a jugés à un moment donné insupportables, qui l'ont fait, vous savez, c'est la théorie dite de la cocotte minute en psychiatrie, psychologie, et qu'on fait que ce sage garçon, ce gendre idéal, a totalement pété les plombs et a commis des réparations. De leur côté, les proches d'Alexia veulent rendre hommage à la jeune femme. Ils redoutent comme sa tante que les explications, les justifications mènent à minimiser le meurtre. C'est une personne qui était calme, qui était serviable, toujours le sourire. On a l'air d'inverser les rôles. L'enquête devrait durer au minimum 1 an, le temps pour l'instruction de comprendre l'intimité du couple et de déterminer le mobile de ce terrible meurtre. 1 an minimum d'enquête, des questions très précises qu'on va se poser dans un instant, mais d'abord, Alain Bauer, je voudrais votre regard sur cette semaine qui vient de s'écouler. Le temps de l'instruction, le silence qui va revenir sur cette affaire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis cette semaine, cette stupéfaction, cet intérêt des Français sur cette affaire. Pourquoi y a-t-il eu cet intérêt des Français sur cette affaire? Est-ce que c'est le propre d'un crime qui concerne le huis clos familial? Non, c'est le propre d'un fait divers exceptionnel. Il y a un siècle, vos collègues de la presse populaire faisaient 20 éditions par jour et vendaient 3 millions d'exemplaires, essentiellement sur du fait divers. Si vous achetez des vieilles collections de l'Illustration, du Gaulois, vous n'avez grosso modo 1 jour sur 2, quand c'est pas tous les jours, le fait divers sanglant avec non pas la photo mais le dessin le plus horrible possible qui vous montrait ça. Donc c'est un intérêt permanent. Le fait divers, c'est la vie. Vous enlevez le fait divers du théâtre, du cinéma, de BFM, du journal du matin, du café ou de la rencontre entre amis, vous n'avez plus grand-chose à vous raconter. Donc il y a cet intérêt, il est là parce qu'il y a la violence, le meurtre, l'homicide, l'assassinat, en utilisant les bons termes au bon moment. Et c'est un enjeu majeur de la vie quotidienne. Donc non, il n'y a pas vraiment de surprise. Et deuxièmement, vous êtes là. Avant, tout ça mettait un temps considérable à revenir de la source qui expliquait le sujet, du journaliste spécialisé qui l'éclairait, etc. Là, non seulement vous êtes présents, mais vous êtes même des acteurs de l'enquête, quasiment. Donc, il y a une accélération du processus, et donc, il étale. Et puis, il y a le réseau social. Il n'y a pas seulement la télévision, il y a la présence sur le web, le commentaire sur Twitter, Facebook et tous les autres outils du réseau social qui élargissent encore plus ça. Mais beaucoup plus vite qu'avant, mais pas plus qu'avant. Alors on va quand même s'interroger dans un instant aussi quand même sur le mensonge, le couple. Tout ça sont des éléments effectivement caractéristiques de cette affaire et bien au-delà. D'abord, Dominique, je voudrais qu'on fasse un point avec vous sur ce qui va se passer. D'abord, reprenons peut-être la situation judiciaire aujourd'hui de Jonathan Daval. On sait qu'il est incarcéré dans un lieu tenu secret. Vous nous expliquerez pourquoi. Mis en examen pour meurtre sur conjoint, là aussi ça mérite explication. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Je voudrais d'abord qu'on écoute l'un des avocats de Jonathan Daval, c'était le soir de ses aveux sur BFM TV.
Nous n'avons pas eu le temps matériel d'aller voir Jonathan. Nous irons le voir d'ici une quinzaine de jours dans la maison d'arrêt où il se trouve, dont le lieu est tenu secret. Vous comprenez pourquoi, notamment pour des raisons de sécurité. Et avec Maître Spatafora, nous irons le voir pour faire le point sur la situation très compliquée, pénalement, de ce garçon. J'ai quelques réponses très précises pour vous deux. D'abord, Dominique, lieu tenu secret, on nous dit pour raison de sécurité. Ça veut dire quoi ? Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça veut dire qu'on ne dit pas dans quelle prison il est pour l'instant détenu. Et ça n'a pas beaucoup de sens parce que je peux vous dire qu'à l'intérieur de la prison, tout le monde doit savoir que Jonathan Daval est ici. Et où est-ce qu'il craint, où est-ce qu'il risque quelque chose, c'est bien à l'intérieur de la prison, puisque vous savez ce que l'on dit. On dit alors... Bon, il n'a pas violé, dit-il, dit-il son épouse, mais en tout cas il l'a tuée. Donc les pointeurs, les violeurs, les tueurs de femmes, les tueurs d'enfants ont un régime spécial. On les met dans un bâtiment particulier. En général, quand il y a 3 bâtiments, c'est le bâtiment A. Et ce sont des gens qui vont travailler à la cuisine, à la lingerie, qui vont faire des choses un peu particulières et qui ne croiseront pas, ils ont leur cours de promenade, les autres détenus qui sont des braqueurs, des gens pour stup, du terreau, qui ne les aiment pas et qui, à l'occasion, dans un couloir, peuvent leur donner un coup d'épaule, voire plus. Donc nous dire qu'il est dans un endroit tenu secret, voilà, encore une fois, à l'intérieur de la prison, tout le monde sait qu'il est là. Maître Rouaz, deuxième élément très factuel, les avocats disaient le soir des aveux, on retournera le voir d'ici une quinzaine de jours. Ça peut paraître surprenant, il a avoué, ils ont passé des heures, des jours avec lui, et là tout d'un coup, ils disent on le retournera que dans 15 jours. Pourquoi ce délai ? Alors ça, je l'ignore, parce que comme j'ignore, si vous voulez, ce confrère a eu, ça a été objet de polémique, sa stratégie de défense, qui a sûrement son fondement, et ses fondements, je les respecte. Après, moi, j'aurais eu probablement une autre posture. Pour quelles raisons il décide d'aller le voir que dans 15 jours? Peut-être le temps de prendre connaissance de l'intégralité du dossier chez le juge d'instruction, peut-être de demander certains actes, encore que les actes qu'il va demander mettront un certain temps, parce que le juge va recevoir des demandes d'actes à la fois de l'avocat de monsieur Daval, mais également de la partie civile. Le juge va lancer des commissions rogatoires, c'est-à-dire il va demander des actes d'enquête. Tout ça met du temps à revenir chez le juge d'instruction. Donc je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être qu'il a besoin aussi, ce confrère, parce qu'il y a eu quand même un brouhaha autour de cette affaire, un brouhaha médiatique, voilà. Et peut-être a-t-il besoin que les choses se posent un peu, de prendre un peu de recul. Voilà. Peut-être que c'est aussi son temps à lui pour assurer désormais une défense posée. Ça veut dire que Jonathan Daval, là, va être seul pendant les prochaines semaines, le temps que sa stratégie se mette en place, qu'il puisse avoir des visites. Comment ça va se passer? Qui va pouvoir voir? Comment ça s'organise? D'abord, quand il arrive, en principe, c'est un primo-délinquant. Quand il arrive dans une prison, il passe par un sas de décompression qui s'appelle le quartier arrivant. Si cette prison dispose, comme ça devrait être le cas, ça fait partie des règles, des 108 règles pénitentiaires européennes, d'un quartier arrivant. Encore une fois, c'est une préparation psychologique à l'entrée en prison. Après cela, eh bien, il va être placé en cellule, en général avec quelqu'un, parce qu'on ne laisse pas une personne comme Jonathan Daval dans une cellule où il risquerait de se suicider, puisque je vous rappelle que son avocat, Maître Schwerdorfer, nous a parlé du fait qu'il a évoqué le fait qu'il avait pensé au suicide. Donc avec la pression aujourd'hui, après ses aveux, et puis le temps que va lui laisser la prison, le silence, ces grands moments de solitude pour réaliser peut-être ce qu'il a fait, eh bien, on le place en général avec un co-détenu. Ces 15 jours peuvent être utiles quand les enquêteurs vont revenir le voir, parce qu'il y a encore des zones d'ombre dans le dossier, notamment, et on en parlait avec Alain juste avant d'entrer dans le studio, et avec vous, Maître, le fait que le corps est brûlé et qu'on ne sait toujours pas par qui il est brûlé. Alors justement, Dominique, c'est pour appuyer ce que vous êtes en train de dire, les zones d'ombre, c'est exactement ce qu'on a essayé de résumer. On en a noté 2 principalement. Le corps brûlé d'Alexia, il dit, vous le précisiez à l'instant, ce n'est pas moi qui l'ai brûlé. Et la question de savoir s'il a donc du coup bénéficié ou non d'une complicité. Moi, ça m'amène une question. On a peut-être eu le sentiment, certains Français, que tout était terminé, qu'une fois qu'il avait avoué. On est Alain Bauer, qu'au début,
encore de l'instruction de ce dossier? Il peut y avoir des tas d'événements. D'abord, on peut revenir sur ses aveux en disant ben non, en fait, la pression était telle, j'ai raconté n'importe quoi. C'est ce qu'a dit la procureure en disant présomption d'innocence. Ben, elle a raison. La présomption d'innocence est jusqu'à la dernière condamnation définitive qui peut aller jusqu'au dernier jour de la cassation. Donc il est présumé innocent, même s'il était condamné. S'il y avait appel et qu'il était recondamné, s'il allait en cassation et qu'à ce moment précis, la Cour dit bon, là c'est bon, c'est fini. Et je mets de côté la Cour européenne des droits de l'homme et autres joyeusetés accessoires. Donc non, il y a la présomption d'innocence, mais il peut revenir sur ses aveux. D'abord, c'est déjà arrivé, donc c'est pas une impossibilité, c'est pas de la théorie pure. Deuxièmement, c'est vrai que moi je fais partie de ceux dont j'avoue que tous les avocats dans cette affaire, dont je respecte le rôle, qui me paraît essentiel, sont tous à contre-emploi. C'est un moment, l'avocat de la famille est quasiment celui qui le défend plus que son propre avocat, qui explique à quel point ce qu'il a fait est horrible. Enfin, on est dans des procédures. Alors, je conçois qu'il puisse y avoir des défenses de rupture inventées par ce maître Vergès qui peuvent être exceptionnellement efficaces. Mais là, j'avoue que... Donc, c'est un long processus qui va amener à des compléments d'enquête. L'affaire non seulement du cadavre brûlé, de qui l'a brûlé, et de comment il a été brûlé, où j'entrerai pas dans les détails, on en parlait tout à l'heure avec Dominique, est un sujet très important par rapport à une stratégie complémentaire de défense sur la responsabilité. Car le problème, c'est pas seulement les aveux, c'est la responsabilité. C'est-à-dire le fait de dire, est-ce que j'étais responsable au moment où j'ai commis cet acte? Est-ce que je l'ai fait en fait? Est-ce que j'ai pas une circonstance atténuante de... On est en train déjà de parler de la peine. Oui, mais c'est aussi... Non, avant la peine. Oui, de ce qu'il décidera. Il peut y avoir pas de peine dans le problème de la responsabilité. Donc, il y a des tas de constructions complexes qui tournent autour de cette affaire, qui expliquent peut-être un jour la stratégie de défense, si tant est qu'il y en ait une qui se définisse. Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont encore aujourd'hui à déterminer. Mais vous avez raison, la zone d'ombre essentielle, c'est celle de « j'avoue tout sauf ça », qui reste un mystère. Alors, je ne crois pas à la complicité, car dans les éléments dont on dispose aujourd'hui, ce n'est pas la question. Il y a la curiosité, c'est-à-dire quelqu'un passe et décide je crois très franchement qu'en expertise, soit on appelle directement le gendarme, soit on s'enfuit pour ne pas avoir à répondre aux gendarmes, mais il est assez rare qu'on arrive et qu'en plus on décide de procéder à un auto-da-fé de cadavre juste pour le plaisir. Donc je crois qu'il doit aller jusqu'au bout du processus d'acceptation et que c'est peut-être ça qui nécessite les 15 jours. Dominique, je vous ai interrompu quand vous parliez des zones d'ombre. Quand on entend Alain Bauer à l'instant, qui va maintenant mener l'enquête? Comment ça va se passer concrètement? Et ce sont les gendarmes, toujours les gendarmes, qui au départ ont réussi à obtenir, ont mené l'enquête, ont réussi à obtenir les aveux de Jonathan Daval. Un juge d'instruction est désigné ou va être désigné, et ce juge d'instruction va délivrer des commissions rogatoires, va commettre rogatoirement les enquêteurs pour qu'ils aillent vérifier cette histoire de corps brûlés avec un expert qui dira comment, un médecin légiste spécialiste des corps incendiés qui va dire voilà, il a été incendié de telle façon, ça peut laisser penser que. Et puis des commissions rogatoires également à des experts psychiatre, donc le psychiatre va dire si cet homme est malade ou non malade, et c'est ce que disait Alain à l'instant. Est-ce que ça peut être un article 122, ex-article 64, responsable ou non de son acte, abolition du discernement, altération du discernement, c'est différent, mais on ne va pas entrer dans les détails. On va aussi délivrer une commission rogatoire à un psychologue qui va raconter toute l'histoire de Jonathan Daval et de sa famille, l'histoire de son... Aller voir un instituteur qui lui dira c'était un excellent élève ou un mauvais élève ou un piètre élève, les parents, le frère, la sœur, tout le monde, voilà, études psychologiques, et tout ça va prendre du temps, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, avant d'arriver au procès. Je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul sur cette affaire avec vous, Maître Rouas. On a entendu beaucoup de mots circuler. Je voudrais qu'on fasse un point sur cette qualification de ce qui s'est passé. Il y a le terme d'homicide que tout le monde connaît, il y a le terme de féminicide qui a été beaucoup commenté et évoqué cette semaine, il y a le terme de crime passionnel qui peut-être dans la tête des Français est une qualification juridique qui existe, et puis il y a ce meurtre sur conjoint qui est là pour le coup une vraie qualification pour un jugement, qui est même une circonstance aggravante. D'abord, faisons clair, crime passionnel, je laisse entendre, ça n'existe pas. Alors le crime passionnel n'existe pas en droit,
c'est une qualification qui n'existe pas. Voilà. La qualification qui existe, c'est meurtre sur conjoint, qui est effectivement une circonstance aggravante. Féminicide, ça n'existe pas. Homicide, oui. Le meurtre étant un homicide volontaire. Et le fait que ce soit sur conjoint est une circonstance aggravante. Je crois que depuis 1994, tout ce qui est violence volontaire et bien entendu homicide sur conjoint, concubin, pacsé, que le lien soit actuel ou passé, c'est-à-dire qu'il s'agit du conjoint actuel ou de l'ex-conjoint ou de l'ex-concubin ou de l'ex-pacsé, c'est une circonstance aggravante, que ce soit en matière de violence ou en matière, bien entendu, de meurtre. Là, en l'occurrence, la qualification du parquet, c'est meurtre. Voilà. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière? Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à traiter ces meurtres sur conjoint? C'est-à-dire quand on est dans ce huis clos familial, ou est-ce que c'est un crime comme un autre? Non, alors vous avez parfaitement raison. C'est vrai que de toute façon, c'est intéressant. D'ailleurs, sur le plan de la, j'allais dire des mots, l'association crime passionnel. Alors juridiquement, ça soit bien clair, ça n'existe pas. Mais en revanche, là où c'est intéressant, c'est que dans toute relation conjugale, affective, entre concubins, entre époux, etc., nous, on le constate en tant qu'avocat lorsqu'on a à traiter des violences dans ce cadre-là, c'est qu'il y a, si vous voulez, des liens entre, voilà, la passion n'est pas étrangère. C'est ça ce que je veux dire. C'est que la passion, elle est même omniprésente. Elle est d'ailleurs présente non seulement chez la victime, bien entendu, mais également chez l'auteur. On sent finalement que en filigrane de ces relations houleuses, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, il y a la passion qui est quand même au centre. C'est-à-dire le sentiment poussé à l'extrême, le sentiment qu'on ne maîtrise plus. Voyez ? Et ça, on le sent chez les auteurs de violences comme chez les victimes. Personne n'est épargné. Et toute la question, c'est de savoir si cette passion est une circonstance aggravante ou une excuse ou une forme d'excuse. Juste pour alimenter notre discussion sur ce point, on a parlé évidemment de cette affaire Daval, mais si on reprend les chiffres du ministère de l'Intérieur, les meurtres sur conjoint ou compagne ou ex-compagne, vous aviez raison de le souligner, 138 morts au total en 2016, 109 femmes, 29 hommes. Alain Bauer, tout à l'heure, vous nous disiez, il n'y a pas forcément de particularité à ces crimes-là. Et pourtant, il y a cette passion, il y a ce huis clos familial. Ah, d'abord, il n'y a pas de particularité parce que la très grande majorité des gens qui se tuent se connaissent, se fréquentent, s'aiment ou se détestent. Et vous savez que la détestation, c'est une forme exacerbée de l'amour, disent les psys. Moi, je n'entre pas toujours dans cette configuration. Donc, vous mettez les attentats terroristes de côté. La problématique générale de l'homicide, c'est justement ça. Il vous manquait un mot, d'ailleurs, qui a fait un petit peu polémique, c'est assassinat. C'est-à-dire celui qui n'a pas été retenu par le parquet et qui est l'un des éléments les plus importants de cette affaire, qui est la préméditation. Qui était un des sujets. Donc on l'a mis de côté, mais il est important de le rappeler, car il a été prononcé par un responsable politique, puis remis en cause, parce qu'il y a une difficulté en France à faire la différence justement entre homicide, féminicide, etc. Pour ce qui est de votre difficulté, oui, je vais le faire très rapidement. En fait, il n'y a pas de spécificité particulière à l'homicide en général, car la pulsion, dès lors qu'il y a de la volonté et qu'il y a la connaissance, ne fait pas de différence. Et quand vous dites huis clos familial, je pense que c'est inexact. Car vous le verrez très souvent, la plupart des gens ne sont pas surpris par la violence de la relation avec le couple. C'est peut-être l'un des rares cas où l'entourage est le premier surpris, y compris les parents, alors que d'habitude les parents de la victime vous disent mais on le savait, ça fait des mois qu'elle était allée porter plainte, qu'elle avait signalé, qu'on avait dit qu'il y avait des violences, etc. Alors vous avez raison, dans ce cas précis, huis clos est peut-être le bon mot. Mais c'est assez rare. Il y a beaucoup de déclarations et d'éléments qui montrent qu'on voyait venir une violence qui pouvait atteindre ce degré-là et qu'on l'avait sous-estimé. Et c'est beaucoup le cas pour les violences contre les femmes et les enfants. Les questions de téléspectateurs qui nous ont été envoyées pour alimenter nos discussions. Première question, on la découvre, le mensonge, le maquillage du crime, est-ce une circonstance aggravante devant un jury? Maître, réponse rapide. Oui, le fait est, enfin, c'est une circonstance aggravante parce que ça démontre quand même qu'il y a une tentative de, enfin, tout criminel veut dissimuler son crime. Alors, est-ce que c'est une circonstance aggravante? On peut pas dire oui ou non. Tout s'inscrit dans un contexte, surtout en matière judiciaire et a fortiori devant une cour d'assises. Avec un jury populaire. Avec un jury populaire. Deuxième question de téléspectateur qui nous a été envoyée. On la découvre. Une question qui a été envoyée par mail. Comment des aveux peuvent-ils coexister avec la présomption d'innocence? Dominique.
comment des aveux peuvent-ils coexister avec la présomption d'innocence? Il a avoué parce que les gendarmes lui ont présenté des éléments accablants, ceux dont parlait son avocat. Tant qu'il n'est pas jugé, Alain l'a dit tout à l'heure, jusqu'au bout, jugé définitivement, eh bien, il est présumé innocent. Donc, on emploie toujours cette précaution oratoire. On est obligé de le faire régulièrement parce que les avocats, les leurs, nous le rappellent et peuvent nous attaquer parce qu'on serait allé trop vite en besogne. Donc, il est présumé innocent, même s'il a avoué, tant qu'il n'est pas jugé. Et il peut revenir sur ses aveux. Et il peut revenir sur ses aveux. Quand il veut. Il peut se raviser. Ouais. Un dernier petit mot. Cette histoire, combien de temps avant un procès devant les assises? Moi, je dis 2 ans. Oui, 2 ans. Le temps de laisser faire l'instruction. Oui, l'instruction, il y a beaucoup d'actes. Les expertises psychiatriques qui sont importantes, comme le disait Dominique Rizet. Est-ce que les conclusions sur l'altération ou l'abolition du discernement, ça c'est une vraie question. Et qui peut, l'abolition qui remet en cause la responsabilité et l'altération qui atténue la peine au final. Donc ça c'est une question centrale aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont compter. Merci beaucoup, Maître Florence Rouas. Merci Alain Bauer, merci Dominique Rizet d'être venu sur le plateau de Priorité au décryptage après cette semaine judiciaire riche que l'on a vécue. On se donne rendez-vous demain, évidemment, pour encore plus de décryptage. Rendez-vous à 14h et à 17h sur BFM TV.